La mort de Salima Tchoubou, survenue brutalement le mardi 31 mars 2015, a bouleversé tous ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin et plongé les Comores dans un deuil national. De Marseille à Moroni, de Kiev à Tokyo, de Zanzibar à Milevan, les déclarations se sont multipliées et ont salué en lui le grand homme, le passeur de mémoire et le monument de la littérature comorienne. Mais que savons-nous vraiment de Salim Tchoubou, l'homme, l'écrivain, le conteur, le militant, le père de famille? Que savons-nous de ses œuvres, des contes de ma grand-mère à Djoumbe Fatima, en passant par Marâtre, Chif Chif, Comores Zanzibar ou bien encore le Centre de l'Obéissance et tant d'autres? Que savons-nous de sa relation avec les Comores, sa terre-mère et les siens? Beaucoup et si peu à la fois. Certains parmi ses proches et amis n'ont découvert la dimension de la partie immergée de l'iceberg Salim Tchoubou qu'après son décès, tant l'homme ne laissait paraître par son humilité qu'une infime partie de sa grandeur. Bonjour, je suis Salim Tchoubou, écrivain et conteur. Bonjour Salim Tchoubou, merci de m'accorder cet entretien qui nous permettra, j'espère, à la fin de celui-ci, de mieux vous connaître. Et pour commencer, parlez-moi de votre enfance comorienne. Mon enfance comorienne, donc je l'ai passée entre Moroni, Hahaya et puis Milevan, qui est le village de ma grand-mère maternelle. Donc j'ai passé une très belle enfance où j'ai été très heureux. Et donc j'ai vécu avec ma mère qui était à Zanzibar avant et qui nous a bercés avec les livres, avec la lecture. Et puis après j'étais bercé par ma grand-mère maternelle qui était conteuse. Donc j'ai eu une enfance comorienne très heureuse. Oui, oui. C'est une très belle enfance avec les jeux, avec les copains, aussi bien à Milevan pendant les vacances, Kahaya, ou bien quand on vivait à Moroni, mes premières années. Donc voilà, c'est une très belle enfance que j'ai eue. Oui. Vous êtes donc né aux Comores? Je suis né aux Comores, oui, à Hahaya. Et donc où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans et puis après je suis parti. Quels souvenirs gardez-vous ou quels sont les faits marquants gardez-vous de cette enfance comorienne? Alors, les souvenirs que je garde de mon enfance comorienne, d'abord, mais ce sont des souvenirs qui sont très flous, mes souvenirs avec ma mère, qui est partie très tôt. Elle avait 38 ans et moi j'avais 3 ans, mais j'ai des bribes comme ça de souvenirs, des contours de souvenirs, quand elle nous lisait les histoires, les contes, quand elle nous faisait la lecture. Et puis après, j'ai des souvenirs très marquants, mais là j'étais un peu plus grand, hein. C'est quand on partait pendant les vacances à Milevan où on partait à pied, parce qu'à l'époque il y avait pas de route qui allait jusqu'à là-bas, donc on traversait les champs, on pouvait faire 2 heures de route pour aller jusqu'à Milevan, où je retrouvais ma grand-mère maternelle pour qu'elle nous raconte les contes. Donc voilà, donc j'ai ces 2 femmes qui m'ont forgé, ces 2 femmes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, et ce sont vraiment les plus beaux souvenirs que j'ai gardés de cette enfance, quoi. Ce sont des souvenirs de 2 femmes. Tel que vous la décrivez, c'est une enfance assez heureuse. Ah oui, c'est une enfance très très heureuse. C'est une enfance bercée dans la littérature, hein, écrite et orale, quoi. Et c'est une enfance aussi où ça revient comme ça, les jeux traditionnels, les jeux avec les enfants, quand on avait les motos on montait sur les arbres, c'était des motos, où on avait des petites voitures en boîte de sardines, où on courait, où on jouait au cache-cache, voilà, donc c'est une enfance, oui, très 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 heureuse, oui, oui. Ensuite, vous quittez les Comores assez jeune pour la France. À quel âge et surtout, quels souvenirs gardez-vous de cette deuxième enfance? Donc, et après, donc j'étais contraint de partir, de quitter les Comores. Donc j'avais une dizaine d'années pour aller rejoindre mon père. Et donc les souvenirs que j'ai de cette deuxième enfance,
c'est tout autre. Parce que quand je suis arrivé en France, donc j'étais un gamin et qui était habitué d'un paysage très comorien. Et puis donc on arrive dans une cité et je suis arrivé le soir et le matin quand j'ouvre les fenêtres, donc je vois tout ce béton autour. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Sachant que je me considère toujours en exil parce que je n'ai jamais voulu partir, je n'ai jamais voulu quitter les Comores. J'ai dû m'accrocher à tous les cocotiers, à tous les baobabs des Comores parce que je voulais pas partir. Pour moi, la France c'était l'inconnu et puis donc voilà. Mais je devais partir. Quand on a une dizaine d'années, on n'a pas le choix. On suit là où les adultes nous amènent. Voilà. Vous avez donc quitté votre mère patrie, berceau de votre belle enfance, pour retrouver une terre et un père quasiment inconnus. Comment, du haut de vos 10 ans, vivez-vous cette double rencontre? Alors, quand j'arrive en France, donc je quitte les Comores et puis quand j'arrive en France, je retrouve mon père que je ne connaissais pas réellement. J'ai dû le voir une fois dans ma vie avant que j'arrive. S'il était venu en vacances une seule fois, donc et puis donc je retrouve mon père qui avait refait sa vie, donc et là je vais cohabiter avec une marâtre, avec sa femme et des demi-frères. Et puis une sœur aussi de mère comorienne, mais qui est restée aujourd'hui ma confidente, qui est restée aujourd'hui, qui s'appelle Nadine. Et donc voilà, donc je retrouve voilà une autre fratrie que celle avec laquelle j'étais aux Comores. Donc il faut s'habituer parce que déjà tu as une nouvelle famille et puis tu as un nouveau pays, des nouveaux amis. Donc il faut le cerveau de ce gamin que j'étais, donc il fallait que ça booste comme ça pour se réadapter. Comment, dans cette famille recomposée, au cœur des quartiers nord de Marseille, dans cette cité de la solidarité, grandit Salim Atchoubou, et plus particulièrement, comment se passe votre scolarité? Alors, comment j'ai vécu dans cette cité, la solidarité, dans le quartier nord de Marseille? La première chose, c'est que quand je suis arrivé, moi qui étais bercé par les contes de ma grand-mère, moi qui étais bercé par la littérature, parce qu'à la maison aux Comores, on avait beaucoup de livres que ma mère avait ramenés de Zanzibar. Donc la maison, c'était une bibliothèque vraiment aux Comores. Et puis donc j'arrive dans ce quartier, dans cette cité à Marseille, où il n'y a pas de livres à la maison, où il n'y a personne pour raconter des histoires. Donc j'avais cette nostalgie à la fois des paysages des Comores, à la fois de l'environnement comorien. Donc, et puis j'avais surtout la nostalgie des contes de ma grand-mère. Quand, avec mes copains, je disais, ben, on va se raconter des histoires, on va dire la Halé, les Gombe. Donc ça les faisait rire. Donc voilà, donc on devient le blédard en fait. Et donc ça m'avait beaucoup pesé cette absence de contes, cette absence de lecture. Mais heureusement, il y avait des bibliothèques très loin du quartier à l'époque, mais il fallait prendre plusieurs bus pour y aller. Et puis donc, j'étais devenu l'ami du CDI, du centre de documentation à l'école, et parce qu'il me fallait des livres autour. Je suis parti vivre à Marseille, et j'avais la nostalgie des contes. J'étais triste, je maigrissais beaucoup. Bah, j'ai repris depuis. Et puis un jour, mon père a eu beaucoup de pitié. Et il a dit, bah, écoute, je vais faire venir ta grand-mère à Marseille. Waouh! J'étais content, très content. J'ai dit, ma grand-mère va me raconter les paroles de la lune. Ma grand-mère va être là. Et puis voilà, un jour, ma grand-mère a pris l'avion. Enfin non, c'est l'avion qui a pris ma grand-mère. Vous imaginez ma grand-mère en train de soulever un avion. Il y a des expressions comme ça, je ne sais même pas pourquoi elles existent. Bref, toujours est-il que l'avion a pris ma grand-mère jusqu'à Marseille. Je reviens sur votre scolarité. Est-ce qu'elle vous prédestinait à devenir l'écrivain que vous êtes aujourd'hui? Alors, je fais une scolarité donc classique, mais qui ne me destinait pas du tout à devenir écrivain. Mais est-ce qu'en même temps... il y a un cursus soit universitaire, soit scolaire pour devenir écrivain.
On sait que un des plus grands écrivains, Sambel Ousmane, était docker à Marseille, par exemple. On sait que Schreiby était mathématicien. Donc voilà. Et moi, je n'ai pas fait un cursus scolaire. J'ai fait plutôt des études de marketing, communication, commerce, tout ça. Donc ça n'a rien à voir. Donc j'aurais pu y aller en lettres, mais je pense que si j'étais allé en lettres, ça aurait flingué mon envie de devenir écrivain. Donc voilà. Et à quel moment votre passion pour l'écriture est-elle apparue? Alors, ma passion pour l'écriture a toujours été là. Aussi longtemps que je me souvienne, à la maison, à la maison aux Comores, hein. On avait donc, comme je disais, il y avait des livres partout que ma mère avait ramenés de Zanzibar. Et donc j'étais bercé par la lecture. Et puis moi, j'avais vraiment envie de faire voyager les gens. Donc voilà pourquoi j'avais deux rêves, soit de devenir pilote d'avion, soit de devenir écrivain, pour faire voyager les gens. Et finalement, je suis devenu écrivain, parce qu'un jour, on m'avait dit, mais si tu es pilote d'avion, ça veut dire que tu vas beaucoup voyager, tu verras jamais ta famille. Et donc finalement, je dis, ben, je vais devenir écrivain, mais je me rends compte que finalement, c'est la même chose. Je fais voyager des gens dans des livres c'est comme des avions. Et puis en même temps, je ne suis pas pilote de ligne, mais pilote des lignes. Et donc voilà, la passion pour la lecture d'abord, hein, et puis pour l'écriture a toujours été là. Je me souviens quand j'étais petit, je prenais tous les livres de la maison, je prenais une feuille, je marquais Salima Tchoubou et je collais là où il y a l'auteur, le vrai. Donc voilà comment j'ai pu écrire Le Château de ma mère, tous les livres, les classiques, Le Père Goriot, c'était Salima Tchoubou, voilà. Donc c'était parce que j'avais cette envie, c'était une obsession, mais une véritable obsession de devenir écrivain. Et vous le devenez en 1994 avec votre premier livre, Les Contes de ma grand-mère. Parlez-nous-en. Mon premier livre, Les Contes de ma grand-mère, mon premier livre, donc qui est les Contes de ma grand-mère, est né de cette nostalgie par rapport à ce petit village qui s'appelle Milevan et qui est le village de ma grand-mère maternelle. Et c'est un village qui est resté vraiment au plus profond de moi-même. D'ailleurs, pratiquement dans tout ce que j'écris, je prends toujours ce village comme toile de fond, comme ça. Et donc, le conte de ma grand-mère est né de cette nostalgie quand je suis arrivé en France, où il y avait personne pour me raconter des contes, donc je déprimais, je fais une dépression de gosse, hein, et j'ai commencé pour survivre. Donc j'ai pris un cahier, j'ai commencé à écrire comme ça les contes que ma grand-mère me racontait, et puis beaucoup plus tard, c'est devenu tout naturellement les contes de ma grand-mère, et qui fut mon tout premier livre. Vous savez, hein, c'est très lourd d'avoir l'héritage familial. J'ai dit, mais grand-mère, dis-moi, et s'il y a quelqu'un dans la salle et qui me dit, mais toi, tu viens de quel pays? D'où vient ton pays? Moi, je veux dire quoi? Ma grand-mère, ça a commencé mais vraiment à la fatiguer. Hein. Si elle avait une barbe, elle aurait parlé dans sa barbe. Hein. Elle aurait dit, il me gonfle. Alors, ma grand-mère m'a dit, ben, tu leur diras que tu viens des Comores. D'accord. Je suis pas assez avancé comme ça, grand-mère. Et ma grand-mère m'a dit, Allah allez. Ma grand-mère m'a raconté qu'il y a longtemps, il y a très longtemps, il y avait un homme et une femme. On voit que Les Contes de ma grand-mère, votre premier livre, nous fait voyager à travers les contes dans cette enfance heureuse auprès de votre grand-mère et de votre terre-mère. Et puis il y a un autre livre qui s'intitule Marâtre, qui, à l'opposé de ces souvenirs heureux, traite de l'autre enfance en France. Peut-on voir ces deux livres un résumé de votre propre enfance? Oui, alors Marâtre qui est venu beaucoup plus tard. Hein. Marâtre est né, c'est-à-dire que j'avais des notes qui traînaient partout depuis presque une dizaine d'années, quoi. Donc, et puis voilà, un jour, j'ai repris ces notes-là pour les travailler et faire un livre. Et quand j'étais gosse dans les quartiers nord de Marseille, pratiquement tous mes copains avaient une marâtre, une belle-mère, ou une tante. Donc presque personne n'avait sa vraie mère. Et donc du coup, marâtre, ce sont à la fois des souvenirs personnels, mais aussi des souvenirs de
de tous mes amis qui étaient dans le même cas que moi. Donc voilà. Mais tout ça concentré sur un seul personnage qui s'appelle Dans dehors. Donc Marat, très souvent quand on me demande est-ce que c'est autobiographique, je ne peux pas dire que c'est autobiographique parce que ce sont les souvenirs d'autres personnes, d'autres amis. On se racontait nos aventures avec nos belles-mères. Autre livre, autre genre, plus militant celui-là, et qui a fait couler beaucoup d'encre. Un livre qui vous a longtemps collé à la peau aussi, comme un anti-Arda, un anti-grand mariage donc, et qui vous aura également fait connaître auprès de la jeunesse comorienne, et notamment de la gente féminine, c'est Le sang de l'obéissance. Dites-nous comment vous est venu ce coup de gueule et votre regard sur le grand mariage. Ah, juste après les contes de ma grand-mère, j'avais écrit donc ce texte qui est devenu Le sang de l'obéissance. Donc c'est mon premier roman. Autant mon premier livre c'est un recueil de contes, autant mon premier roman c'est Le sang de l'obéissance. Donc c'est ce livre qui raconte un mariage forcé entre un vieux monsieur qui est en France et qui rentre aux Comores pour se marier avec une jeune fille qui a 17 ans. Donc je voulais aborder ce sujet-là. Et contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas un pamphlet contre le grand mariage, contre le mariage traditionnel, qui est une richesse. Encore une fois, je l'ai toujours précisé, mais j'ai l'impression que les gens ne l'entendent pas. Le Hada qui est une richesse, mais j'ai écrit contre la façon dont on fait ce mariage-là. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça, de ne pas dire, parce que j'assiste à plusieurs débats par rapport au grand mariage, de dire il faut l'enlever. Non, il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça, parce que si on enlevait cette tradition qui cimente la société, on ne sait pas dans quoi on va y aller. Donc c'est très important. Donc le sang de l'obéissance raconte cette histoire de Fatma qui est obligée de se marier au nom de la tradition avec ce vieux monsieur. Et donc voilà, c'est de montrer comment on a pu un moment bâtardiser, si j'ose dire, une très belle tradition. Comment on a pu la défigurer. Comment on a pu faire de façon à ce que les gens, notamment la nouvelle génération, détestent cette tradition qui aurait pu être une très belle tradition. Voilà. De manière plus globale, parlez-nous de vos autres œuvres littéraires. Nous venons d'en citer 3 de manière ciblée. Or, vous êtes un des auteurs les plus prolifiques qui excellait, qui plus est, dans plusieurs genres, les contes, les romans jeunesse, les recueils de poèmes, les albums, les bandes dessinées. Si nous devions voyager dans la galaxie littéraire de Sadibou Matubou, que verrions-nous ? Alors, j'ai écrit, donc là, ça va faire, les contes de ma grand-mère est sorti en 1994, donc là, ça va faire 21 ans bientôt, ben ça fait 21 ans, et donc après, j'ai écrit presque à peu près une vingtaine de livres par la suite. Donc ça va du roman pour les grands, des romans jeunesse, des albums pour enfants, de la poésie. Et donc voilà, donc j'essaie d'écrire très régulièrement, voilà. Et pour faire découvrir mon univers, je ne sais pas, parce que ça va dans, j'aborde plusieurs sujets. Mais aujourd'hui, écrire pour les enfants, pour moi, c'est très très important, parce que pour qu'on ait des adultes lecteurs, il faut que nous ayons des enfants lecteurs. Donc, et que la littérature comorienne d'expression française manque violemment de littérature jeunesse. Donc, on ne peut pas consolider une littérature si on n'a pas un volet jeunesse. Ça, il ne faut pas se leurrer sur ça. Donc, moi, j'ai écrit aussi pour les enfants. Et puis bon, les livres, si je dois par exemple parler d'un livre qui me tient à cœur, c'est par exemple C'est Comores Zanzibar, qui est un hommage à ma mère que j'ai perdue très tôt et qui est partie très jeune, elle.
Et puis aussi, si je dois parler d'autres livres, j'ai écrit un livre pour enfants et un recueil de textes qui s'appelle L'avion de maman a craché aux éditions Sélacanthe, où là, j'aborde cette grande tragédie qui a touché les Comores, qui a touché les Comoriens, aussi bien les Comoriens qui sont Comores que la diaspora. Donc, le crash du 29 au 30 juin 2009. Donc, j'aborde cette tragédie par le biais de la littérature. Donc j'ai écrit, ce sont des enfants qui racontent cette tragédie. Tout au long, ce sont plusieurs histoires et ce sont les enfants qui racontent cette tragédie. Parce que c'est très important de s'approprier nos tragédies, de s'approprier notre histoire pour en faire aussi bien des œuvres artistiques ou des œuvres littéraires pour justement ne pas oublier, ne jamais oublier. Moi, je voulais juste traverser la terre pour aller voir mon papy. Je ne demandais rien d'autre que voir mon papy des Comores. Passant, quand passera le Mistral, dites-lui de souffler fort, très fort, qu'il traverse les mers, qu'il enjambe collines et montagnes, qu'il s'arrête un instant et qu'il se glisse dans les bureaux de nos bourreaux, ceux qui nous ont précipités dans le ventre de l'océan Indien. Dans tout ce que j'écris, je m'attache beaucoup à la sauvegarde de la mémoire. Et comme on est aussi dans un pays où les Comores, on a tendance à oublier très très vite. On a eu des grandes tragédies, mais qu'on a vite oubliées, on ne préserve pas la mémoire. Ne jamais oublier, c'est très important de ne pas oublier. Parce qu'un peuple qui n'a plus de mémoire, c'est un peuple qui est amené à disparaître. Donc c'est très important ce devoir de mémoire. Moélie, mon amour. Moélie, ma terre. Moélie est sous les cendres, mais elle renaîtra car cette terre mienne ne mourra jamais. Lambert, ah Joseph Lambert, je te maudis. Je te maudis de toutes mes forces, de toute mon âme, toi Lambert. Toi à qui j'ai tout donné, mais qui, par ingratitude, m'a tout repris. Mais vois-tu, Lambert, mon île n'est pas à vendre, mon île n'est pas à céder. Aussi grand que soit ton pays, aussi puissante que soit ton armée, je ne te donnerai pas cette terre où repose mon cordon ombilical. Alors, ce dernier livre, Moélie, Le destin compté de Djumé Fatima, c'est un récit en fait à 3 voix, qui est destiné en fait à être une création théâtrale. Donc c'est un livre qui raconte le destin, la vie de la reine de Moélie, Djumé Fatima. Donc c'est la nuit où la marine française avait bombardé tout Famboni et la reine s'est exilée à l'intérieur de l'île de Moélie à Numashua. Donc pendant toute cette nuit-là, c'est sa nuit la plus longue, elle fait appel à un griot venu d'Afrique. Et un griot donc, qui arrive et ce griot-là raconte toute l'histoire de cette reine depuis son père qui a quitté Madagascar pour venir à Dabora en juin où il était exilé et puis à Moélie où la reine est née jusqu'à la mort en fait de cette reine. Et ça c'est la première voix. Et puis la deuxième voix c'est la reine qui raconte l'instant. Donc autant le griot parle du passé, autant la reine parle du présent, de ce qu'elle est en train de vivre dans cet exil à l'intérieur de sa terre. Et la troisième voix, donc il y a une vieille conteuse qui raconte des histoires, des contes et des légendes de ce pays. On commence une grande histoire qui durera en tout 8 épisodes. 8 épisodes, c'est une histoire qui se passe aux Comores et celui qui la raconte, c'est celui qui l'a écrite. Et celui qui l'a écrite et qui va la raconter, c'est Saleh Matubou. Ça s'appelle Kara, ça commence aujourd'hui, ça finit la semaine prochaine. Avant ce dernier livre, Moélie ou le destin compté de Djumé Fatima, vous avez aussi écrit Kara, un feuilleton conté qui évoque également le destin d'une grande personnalité de l'histoire comorienne, celui du dernier sultan de Ngazija,
de Sultan Saïd Ali bin Saïd Omar, qui a vendu, si on peut ainsi dire, Ngazija à la France. Y a-t-il un lien entre ces deux créations? Alors, Kara, c'est très important parce qu'en fait, le dernier livre, Moeli, ou le destin compté de Jumet Fatima, fait partie d'un cycle que je commence à écrire. Donc, j'écris Kara, ou le destin compté d'un guerrier, qui raconte les derniers moments où l'île de la Grande Comore va basculer, qui va devenir un protectorat, sous-protectorat français. Et Moeli, ou le destin compté, c'est exactement pareil. C'est les derniers instants d'une île quand elle bascule. Et puis après, il me reste deux autres livres à écrire sur Anjouan et puis sur Mayotte. Ça m'intéresse le moment où l'île bascule et devient française. Pour moi, c'est très important de comprendre le mécanisme. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc Kara, c'était ça aussi, de comprendre le dernier sultan, comment le destin d'une île va basculer, et donc qui va entraîner des décennies et des décennies, des générations dans autre chose que ce qu'on a toujours connu. Donc, et moi, j'essaye toujours par le biais de la fiction, d'aborder ces relations qui sont très tumultueuses entre ce petit pays qui est le mien, et puis cette grande puissance qui est la France. Donc, de comprendre toutes ces relations-là, alors que on aurait pu garder des très bonnes relations tout en ayant notre territoire entièrement, mais les choses se sont faites autrement. Et en ce temps-là, dans l'île de Ngazija, il y avait 7 sultanats. Et cette sultanat était dominée par 2 lignées, 2 clans, les Tsimbili et les Wantsi. Mais vous savez, ma grand-mère qui s'appelait Kanyamano, les dentés, on l'appelait ainsi parce qu'elle n'avait pas de dents. Et elle disait, cela est bien, parce que quand on n'a pas de dents, on ne risque pas de croquer la vérité. L'inspiration, je la trouve aussi dans les faits, dans ce qu'on appelle les faits divers. Par exemple, à Mouro, quand j'avais vu ces images où à Mayotte, l'île comorienne de Mayotte a été incendiée, Amouro, ce village a été incendié, un village qui s'appelle Amouro parce qu'il y avait des Anjouanais qui habitaient là, et donc que le maire avait pris la décision avec ses gros bras d'aller brûler tout un village parce que ses frères, parce que ce sont des frères quand même. On est un archipel, un pays de 4 îles, mais voilà, il y en a un qui décide que les autres, il ne les considère pas comme des frères, donc il va brûler parce qu'il n'a pas envie qu'ils soient là. Donc, et l'inspiration vient de ce qu'on peut appeler un fait divers, mais pour moi c'est pas un fait divers parce que c'est plus grave que cela. Et donc voilà, donc je suis allé à Mayotte pour regarder, pour être en immersion à Amouro, pour voir, pour visiter là où les choses ont eu lieu, et puis pour écrire sur ça. Mais ça va au-delà de cet événement. Dans Amouro, c'est beaucoup plus, c'est la question globale de la balkanisation des Comores. On a commencé par détacher Mayotte, et puis à un moment, il y avait un joueur qui a voulu prendre l'indépendance, et puis, etc., etc. Comment ce mécanisme est mis en place pour que des frères puissent se détester, comment mettre un mur de Berlin qui ne dit pas son nom entre des frères qui habitent en Anjouan, qui ne peuvent pas voir leurs frères qui sont à Mayotte. Voilà, donc alors qu'il faudrait qu'un jour ou l'autre, il faudrait que dans cet archipel des 4 îles, les frères et les sœurs puissent se retrouver. À l'instar de votre dernier livre, vous privilégiez de plus en plus les maisons d'édition comoriennes pour vos publications. Pourquoi ce choix ? Alors, moi, je suis publié chez des éditeurs comme j'ai commencé chez l'Harmattan, j'ai signé un contrat chez Albin Michel, chez Fleiss France, chez d'autres éditeurs. Et pour moi, c'est un grand plaisir d'avoir publié aussi chez Comédite, qui est un éditeur comorien, puis chez Sélacanthe, parce que c'est aussi une manière de participer à cet élan merveilleux qui se trouve dans cette littérature comorienne d'expression française. Donc c'est très louable qu'il y ait des maisons d'édition comoriennes
comoriennes puissent exister et que nous tous, qu'on puisse les soutenir. Il faut que les gens achètent les livres de ces maisons d'édition pour que ces maisons d'édition puissent se développer. Donc il faut soutenir ces maisons d'édition comoriennes qui se mettent en place. Quand on voit le très beau travail que fait Sélacanthe ou que fait Comédite, il n'y a pas de différence entre ces éditeurs-là et les éditeurs chez les autres éditeurs où j'ai publié d'autres livres, quoi. Je remercie vraiment les éditions Sélacanthe qui font un travail formidable parce qu'on est très heureux comme ça quand on découvre les livres. Mais on ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière. Un peu comme les films, on va voir un film, mais on ne sait pas tout le boulot qu'il y a derrière, tout l'argent qu'on met derrière, toute l'énergie qu'on met derrière. Donc merci beaucoup Mahmoud pour ce que tu fais pour notre littérature. On a une littérature qui est très belle, on ne demande qu'à la voir prendre son long chemin et c'est une littérature qui a un avenir. Nous, on commence à se faire vieux. Donc voilà, il y a la jeunesse qui est là et ça fait vraiment très plaisir. Donc en fait, la littérature comorienne, il faut toujours préciser d'expression française, c'est très très important. Voilà. Et donc le premier roman écrit, donc c'est La République des Imberbes par Mohamed Touahiri. Et je le dis très solennellement, je suis un fils de Touahiri parce que si Mohamed Touahiri n'avait pas écrit, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous avons tendance dans notre pays à tuer le père. Mais moi, je refuse de tuer les pères. Donc, Mohamed Touahiri, c'est le père de la littérature comorienne. Voilà. Alors. Toi, tu es le fils, alors. Tu es le fils. Alors, le fils, comment tu te positionnes? Le Mjomba, vas-y. Comment je me positionne? Oui, voilà, dans cette littérature. Je me positionne là. C'est une blague d'Amir, ça. Au regard de votre panel, dans quel univers peut-on vous classer? Ou quel est celui où vous êtes le plus à l'aise? Conteur, écrivain, conteur? Alors, comment me classer si je suis écrivain ou si je suis conteur? Très, très, très sincèrement, je pense que je suis les deux. Je suis à la fois écrivain, je suis à la fois conteur. Je ne peux pas vivre qu'en racontant des contes, qu'en faisant des spectacles de contes ou qu'en écrivant des contes. Tout comme je ne peux pas vivre qu'en écrivant des romans ou de la poésie. Parce que ça serait, comme je disais, j'ai ces deux femmes qui m'ont forgé, ma mère par la lecture et ma grand-mère donc par l'oralité. Donc j'appartiens à ces deux femmes et ces deux femmes m'appartiennent. Donc et n'être que conteur, c'est oublier l'héritage de ma mère, et n'être qu'écrivain, c'est oublier l'héritage de ma grand-mère. Donc je suis vraiment le tout, je navigue dans tout ça. Tout comme j'ai eu une enfance comorienne et une enfance marseillaise, donc française, et j'ai ces deux enfances, je ne peux pas enlever une et garder l'autre. Ça, ce n'est pas possible. Et contrairement à l'expression avoir, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, moi je n'ai pas le cul entre deux chaises, j'ai le cul pleinement sur deux chaises et je suis bien dans les deux rives. Je ne suis pas entre les Comores et la France parce que ça serait dans l'océan, je me noyerais, mais je suis à la fois aux Comores, pleinement comorien, et je suis à la fois en France, dans ce pays aussi qui m'a donné. Les deux pays m'ont donné, mais je suis très attaché à ce pays comorien aux Comores que j'ai vraiment au fond de ma chair. Je voudrais qu'on revienne justement sur ces deux rives, sur ces deux chaises que vous venez d'évoquer, où vous revendiquez pleinement votre comorialité, tout comme vous revendiquez pleinement votre authenticité. Est-ce que cela vous agace-t-il lorsqu'on vous qualifie simplement d'écrivain comorien, alors que vos œuvres ne sont pas destinées qu'aux seuls Comoriens, que vous êtes étudiés de partout, de la France, au Japon et même au Brésil? Oui, je suis un écrivain tout court d'abord, et puis après je suis un écrivain comorien et je suis un écrivain donc au Marseillais, si on peut parler de Marseille dans cette façon-là. Je suis un écrivain francophone.
Donc voilà. Et je ne voudrais pas qu'on m'école une étiquette. Mes livres, par exemple, quand ils sont étudiés dans les classes, aussi bien aux Comores, dans les 4 îles, je parle à Mayotte, à la Grande Comore, à Moélie, à Anjouan, ou bien quand ils sont étudiés en France, dans les classes où je vais rencontrer les enfants, quand les enfants étudient mes livres. Donc voilà, donc pour moi, ils étudient un écrivain. Après, maintenant, par automatisme, les gens ils disent c'est un écrivain comorien et j'en suis très très fier. Je suis très très fier parce que j'ai les Comores chevillés au corps, comme on dit, vraiment dans la chair. Quand les Comores souffrent, c'est très physique pour moi. Je souffre réellement, quoi. Donc voilà, donc je suis, mais j'ai aussi oui, j'ai aussi eu une autre culture que la culture comorienne. Donc en fait, c'est un tout, mais c'est à l'image même des Comores. Les Comores étant un carrefour, un brassage ethnique, un brassage culturel. Donc je ne suis que l'image de ce pays-là, et ce pays-là n'est que l'image de ce que je suis. Alors, juste derrière vous, on aperçoit une photo en noir et blanc de votre mère, que vous avez eu la malchance de perdre très tôt, dont vous parlez toujours avec beaucoup d'émotion. Et lorsqu'on vous lit, on a toujours cette impression, bien souvent, que vous vous adressez à elle. Est-ce exact? Oui, ma mère, c'est vraiment, c'est un tout pour moi. C'est vraiment, c'est la base, c'est la fondation de ce que je suis. Voilà une femme, très rapidement, qui a vécu, qui a grandi à Zanzibar, où elle est partie à l'âge de 5 ans. Et puis après, quand il y a eu la révolution au Kélo, quand on a viré les Comoriens, on leur a dit, soit vous restez et vous faites allégeance en disant, vous n'êtes pas Comorien, ou vous rentrez chez vous. Cette femme qui ne connaissait rien des Comores, parce que les Comores qu'elle a quitté à l'âge de 5 ans, elle a décidé de rentrer aux Comores, en disant, une identité, ça ne se négocie pas. Donc voilà, donc c'est cette femme-là qui m'a vraiment forgé, même après sa mort, les souvenirs que mes frères me racontent. C'est une femme qui a toujours été présente pour les autres, qui avait toujours la main tendue pour donner. Et donc c'est cette femme-là qui m'a construit et qu'on retrouve dans la plupart de mes livres. Quand j'écris, il y a toujours sa photo à côté et je l'entends me murmurer des choses. Oui, c'est une femme qui m'a tout donné, vraiment. Avant de revenir sur vous, sur l'homme que vous êtes au quotidien, j'aimerais savoir quel est le ou les meilleurs moments de la vie d'un écrivain. Alors, les meilleurs moments de la vie d'un écrivain, je dirais plutôt, je parlerai parce que chacun a ses meilleurs moments. Mais moi, j'ai les meilleurs moments que j'ai. C'est d'abord l'écriture étant un acte solitaire. C'est quand je rencontre mes lecteurs. Et plus précisément les enfants dans les classes, aussi bien pour des spectacles de contes, tout comme pour échanger autour d'un livre qu'ils ont étudié. Donc voilà, ce sont les meilleurs moments. Et aussi, deuxièmement, les meilleurs moments, c'est quand je rencontre des personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer si je n'étais pas écrivain. Je pense par exemple à Kébir Mustapha Ami, qui est pour moi un grand frère, qui est un auteur franco-marocain, qui a écrit des très 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 beaux livres, qui a une très belle écriture et que j'ai rencontré, qui est devenu mon frère, vraiment mon grand frère. Je pense à Lema Bankou, je pense à Zouzbegag. Donc tous ces auteurs et tous les conteurs que j'ai pu rencontrer dans ma vie d'écrivain et de conteur, que je n'aurais jamais pu rencontrer si je n'étais pas écrivain, parce que je les rencontre soit dans des salons, dans des salons littéraires, soit dans des festivals, etc. Donc ça, ce sont des meilleurs moments. Mais aussi, il y a les meilleurs moments où quand... Par exemple, un ami t'appelle et te dit « Ah ouais, tu sais, ma fille étudie un de tes textes. » Et de voir qu'ici, dans la diaspora, les enfants de voir Salima Tchoubou, un texte de Salima Tchoubou qui est comorien. Et c'est très important de donner des repères positifs à nos enfants. Qui se disent les Comoriens, c'est aussi
c'est aussi ça. Donc, quand ils ont un écrivain comorien qui est étudié dans leur classe, et voilà, dans leur programme, tout ça, donc ça aussi, pour moi, ce sont des très, très beaux moments. Mais aussi, je peux parler de quand j'ai fondé les escales culturelles sur les îles de la Lune, ce festival donc international, quand j'ai ramené une quinzaine d'écrivains, de conteurs, d'illustrateurs dans les 4 îles des Comores, pour que les enfants des Comores puissent avoir ce regard émerveillé que moi j'avais quand je rencontrais des écrivains dans ma classe quand j'étais petit. Et aussi qu'ils aient ce regard émerveillé de ces enfants qui me rencontrent dans les classes. Donc voilà, ça aussi, ce sont des très bons moments quand les enfants des Comores, des 4 îles, avaient ce regard émerveillé de rencontrer Kébirami. Les enfants, quand je dis les enfants, les ados, les étudiants, de rencontrer Kébirami, d'écouter Nordine Hassan raconter ses histoires. Donc ça aussi, ce sont des très bons moments et c'est un festival que j'aimerais donc vraiment inscrire dans l'histoire des Comores et que ça reste. Et on prépare la 2e édition. Donc ce sont aussi de très bons moments de ma vie d'écrivain. Et au cours de votre carrière, qui j'espère pour nous sera très très longue, quels sont les faits marquants que vous retenez? Les faits marquants dans ma vie, c'est quand je suis parti à Zanzibar avec le photographe Jean-Pierre Valorani et que je suis parti sur les traces de ma mère pour écrire ce livre qui s'appelle Comores Zanzibar. Donc ça, c'était des moments très très intenses d'aller comme ça, de découvrir l'enfance de ma mère, de découvrir ma tante, de découvrir mes cousins, de découvrir là où ma mère, des années avant, avait mis ses pieds en étant gamine ou en étant ado. L'école où elle a fait ses études, le Chioni où elle était, sa maison où elle s'est mariée la première fois, de découvrir les lieux où a vécu ma mère. Donc ça fait vraiment partie des moments très intenses et d'être là avec quelqu'un aussi que je considère comme un frère, Jean-Pierre Valorani, un photographe avec qui j'ai fait 3 livres. C'est une façon de présenter à ma mère, à ma famille, cet ami. Ça fait partie des faits très marquants. C'est quand je suis parti préparer ce livre Comores Zanzibar. Et sur un plan plus personnel, je suppose que c'est la naissance de vos enfants que vous chérissez énormément. Bien sûr, c'est la naissance des enfants, d'avoir son enfant. Et quand j'ai eu mes enfants, c'était des moments très décisifs. Pour moi, quand on devient père, c'est très très important. Quand on est lié à ses enfants, j'ai ma petite fille qui est née à 6 mois et qui était toute petite. Donc ça aussi, ça a été un moment très marquant de voir ce bout de corps tout petit, donc qui est là et qui bouge. Donc voilà, et donc c'est très important parce que cet amour que j'ai pour les enfants, aussi bien en tant qu'écrivain, en tant que conteur, et c'est aussi cet amour que j'ai pour mes enfants. Je porte un amour intense aux enfants que je rencontre dans les écoles, etc. C'est pour ça que j'écris pour les enfants. Et puis aussi, c'est cet amour aussi pour mes propres enfants. Et je dis toujours, j'ai plusieurs enfants parce que tous les enfants du monde sont aussi les nôtres. Par définition, Salima Thioubou, si vous devez vous qualifier, comment vous qualifieriez-vous? Alors, par définition, comment me qualifier? Je ne sais pas, ce sont les autres qui peuvent me qualifier, mais je sais, en tout cas, j'essaye de suivre le chemin de ma mère, les valeurs qu'elle avait, donner, être présent pour l'autre, partager. Donc moi j'essaye c'est un héritage que j'ai reçu. Ma mère ne nous a pas laissé des millions, ni des terrains, ni des champs ou des maisons. Mais ces souvenirs, les valeurs qu'elle nous a laissées, pour moi c'est un héritage qui est là et que si je dois me qualifier, je suis le gardien de l'héritage de ma mère. Les gens qui vous connaissent
qui vous lisent ou qui vous suivent sur les réseaux sociaux parlent souvent de vous comme une personne qui aime rire, faire rire et qui a toujours le sourire aux lèvres, imprégné par cet humour et qui aime le faire partager. Est-ce votre façon de traverser la vie, toujours avec un sourire, malgré les difficultés du quotidien? Alors l'humour, oui, l'humour c'est très important et c'est très très important l'humour, même dans mes créations, dans mes écrits, j'essaye à chaque fois d'injecter un peu d'humour. Par exemple, Marâtre, dont le thème est l'enfance maltraitée, où j'ai mis de l'humour parce que c'est très important. L'humour permet d'ouvrir des fenêtres pour aérer le texte. Et ça, pour moi, c'était fondamental. Donc l'humour, oui, c'est très important. Si, mon Dieu, si tout le monde avait de l'humour, cette société irait mieux. C'est vraiment dommage que le président de la République, M. Hollande, a laissé son humour qui le caractérisait avant. Parce que c'est important, c'est très important. Vous imaginez si vraiment il y avait de l'humour partout, on n'aurait pas ces terribles tragédies qui frappent le monde. Alors, imaginez qu'ils veulent bombarder un pays et puis ils envoient des fleurs. Ah, on vous a fait une blague. Donc ça serait super, ça. C'est utopique, hein. Mais l'humour, c'est très important. Quelle est selon vous, Salima Tchoubou, votre principale qualité? Alors, ma principale qualité, je ne sais pas, mais je pense que ce que je disais tout à l'heure, j'essaye d'être ouvert au monde, d'être ouvert aux autres cultures, et puis aussi et je suis très très sensible aussi. Et je ne sais pas si c'est un défaut ou si c'est une qualité, hein, mais je suis très sensible aux choses. J'ai une inspiration qui se casse très facilement. Là, je sais pas, mais ça peut-être c'est un défaut. Parce que oui, c'est un défaut, c'est pas une qualité, mais le moindre, quand je suis contrarié ou quand on me fait mal, ça casse mon inspiration. Donc il faut que je revienne pour retrouver cette inspiration qui était là. Donc je peux être très agaçant par rapport à mon entourage aussi. Si vous aviez une devise, Salima Tchoubou, ce serait laquelle? Alors ma devise, je reprendrai une devise qui était aussi la devise des magazines qui s'appelle Comore Mag, une devise que je partage pleinement et qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, assis-toi et regarde d'où tu viens ». C'est très très important, la source, c'est très très important, les racines. C'est très très important de regarder d'où on vient et d'où viennent mes parents, d'où viennent mes racines, parce que c'est cela la boussole en fait qui va nous permettre d'avancer. Voilà, si un jour tu es perdu, tu ne sais pas où tu vas, ben regarde derrière et d'où tu viens et tu sauras où tu vas. Ça c'est très important. Merci Salima Tchoubou. Merci beaucoup. Donc quand je dirai la halal, vous direz je vais juste voir si vous avez compris. Alors quand je ferai comme ça, vous ferez comme c'est juste une petite chanson. Ala halele gombe fila hombwani gombe si wono waji gombe anamba hale gombe ke hale iyo gombe kanjo yamba gombe. Tout ce que j'essaye de faire depuis une vingtaine d'années, c'est d'arriver à écrire sur l'identité comorienne, sur la transmission, sur la mémoire, sur les parcours migratoires. Donc voilà. Donc j'ai tous ces thèmes-là en fait qui ont un poids dans mon écriture. Donc que ce soit les contes, que ce soit les romans, ça tourne toujours autour de la mémoire, autour de la transmission, autour des racines. C'est très important pour moi les racines comoriennes. Donc pour peut-être parce que
Quand j'étais enfant, j'étais toujours jaloux de voir, de lire des livres où on parlait d'autres pays et qu'on parlait jamais du mien. Donc voilà. Donc et moi, donc en grandissant, je me suis dit, ben j'ai envie d'écrire des livres pour faire découvrir ma terre, pour faire découvrir mon pays à d'autres personnes. Donc voilà. Donc aussi, les gens ils veulent découvrir les Comores toujours par le biais de la fiction. Ben voilà, ils peuvent me lire. Salut Mathieu, je vous remets aujourd'hui ce prix. C'est un plaisir pour moi personnellement parce que vous m'avez fait accepter le crash avec l'avion de maman a craché. L'avion de maman a craché. Et je vous remercie sincèrement. Et je pense que tout Comorien vous remercie aujourd'hui. Merci.